maintenant, je crois que je me dirais sioniste, même si on ne m'interrogeait pas. Eh bien, c'est un peu mon sentiment. C'est-à-dire que nous avons été contraints d'une main ferme et d'un bras puissant à nous identifier à la naissance et au développement de cet État d'Israël. C'était une petite compensation pour tout ce qui a été raté après 1945. Alors dire cela, c'est expliquer bien entendu pourquoi je suis sioniste. Je suis sioniste parce que je suis viscéralement solidaire des miens et que le sionisme est une partie intégrante de notre expérience. Mon sionisme est quand même nuancé. Je pense que pour tous les malheureux, les persécutés de la terre, et encore aujourd'hui les falachas, les juifs du Yémen, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de mieux pour eux que de les installer en Israël? Dire maintenant que le sionisme est l'alpha et l'oméga, tiens, c'est voilà un beau lapsus puisque je parle en grec, mais enfin, l'alpha et l'oméga, après tout le grec est autorisé par le Talmud, de la condition juive, c'est évidemment une illusion. L'autre illusion, bien sûr, à laquelle je suis sensible, c'est le fidéisme qui accompagne l'édification de l'État d'Israël et l'extrême réticence que nous avons à le critiquer. Moi-même, je suis tout à fait réticent à le faire, et pourtant je sais qu'il faut le faire. Et qu'en même temps, il faut le faire d'une manière telle qu'on n'approfondit pas les divisions en notre sein. On n'approfondit pas les divisions en notre sein. Donc c'est nécessaire, ce n'est pas agréable et ce n'est pas simple. Ceux qui y trouvent du plaisir, comme Stéphane Hessel, sont des pervers. Ceux qui y trouvent du plaisir, comme Stéphane Hessel, sont des pervers. Et justement, puisqu'il est question, vous évoquez Israël, de son existence, que vous inspire l'attitude du Premier ministre actuel d'Israël, Benjamin Netanyahou, face à l'Iran? Oh, ben face à l'Iran. Là encore, il y a peut-être deux discours à tenir. Le premier, de la nécessité, c'est, comme tous les policiers le savent dans les commissariats, le rôle du mauvais flic. Et étant donné que les Iraniens n'ont pas quand même renoncé complètement à ce programme nucléaire, on a tout intérêt à leur dire dans le blanc des yeux, vous savez, de toute façon, vous avez un énergumène qui s'appelle Ahmadinejad, qui a fait des messes noires avec tous les négationnistes de la Terre, et c'est lui qui a voulu jeter d'une lumière crue au projecteur l'idée que le programme nucléaire iranien avait pour ultime destination l'annihilation de l'État d'Israël. C'est d'ailleurs une ruse de gros malin. J'y reviendrai. Mais vous l'avez fait. Donc ne croyez pas, nous sommes les héritiers du ghetto de Varsovie, de nombreux sacrifices de l'histoire juive, et nous irons jusqu'au bout, parce que vous nous avez provoqués. Donc ça, j'approuve que Netanyahou tienne un langage de fermeté pour lui et pour les Américains. Maintenant, sur le fond. Bien entendu, premièrement, je ne crois pas que les Iraniens iront jusqu'au bout de leur programme nucléaire, mais aussi parce qu'on les a menacés. Je ne crois pas non plus que les Iraniens aient jamais voulu la bombe atomique pour nous menacer, nous les Juifs, mais qu'en réalité, c'est beaucoup plus la suprématie sur le monde arabe et le monde arabe sunnite qu'ils cherchent à travers cette expérience. En réalité, c'est beaucoup plus la suprématie sur le monde arabe et le monde arabe sunnite qu'ils cherchent à travers cette expérience nucléaire qui a déjà été faite au Pakistan et qui a été payée intégralement par les capitaux saoudiens et du Golfe. Donc, nous sommes ici dans une histoire compliquée. Et si vous me demandez le fond de ma pensée, bien sûr, c'est que le peuple iranien est aujourd'hui, comme il était hier, le plus proche et de loin du peuple juif. Que le peuple iranien est aujourd'hui, comme il était hier, le plus proche et de loin du peuple juif. Le plus proche et de loin du peuple juif. Et que certainement, s'il y a un pays qui est un peu imperméable à l'antisémitisme, c'est bien celui-là. Donc ce serait, comme le disait Omar Bradley, de la guerre contre la Chine, comme MacArthur l'agitait tous les jours. Une guerre avec l'Iran serait the wrong war at the wrong moment with the wrong enemy. Et ajoutant, Bradley disait with the wrong means, parce qu'il ne voulait pas d'armes nucléaires. Mais là, il n'en est pas question. Mais en tout cas, effectivement, la pire des choses que nous pourrions faire, c'est la guerre à l'Iran. Il faudrait l'éviter. Mais on n'est pas toujours libre d'éviter que des imbéciles fassent déborder les choses. Aujourd'hui, quand même, puisque je suis dans les propos incorrects, je continue. Je considère que l'ennemi principal est représenté par le rassemblement des extrémistes sunnites arabes, qui est une espèce de synthèse du nassérisme et de la doctrine des frères musulmans, qui à partir de l'Égypte, qui a toujours été le seul pays sérieux de cette région, est en train de préparer l'encerclement d'Israël, et malgré toutes leurs dénégations, probablement l'attaque contre Israël un jour ou l'autre. Donc nos alliés face à ces hommes-là, ce sont les chiites. Donc nos alliés face à ces hommes-là, ce sont les chiites. Donc nos alliés face à ces hommes-là, ce sont les chiites, comme toutes les minorités religieuses du Moyen-Orient, sont bien entendu les Iraniens.
Et sans aller jusqu'à le qualifier d'allié, je ne lui veux pas autant de mal que ça, mais Bachar Assad aujourd'hui doit pouvoir tenir en Syrie au moins comme une des composantes d'une solution négociée. Mais Bachar Assad aujourd'hui doit pouvoir tenir en Syrie au moins comme une des composantes d'une solution négociée. Je ne suis pas pour un triomphe à la Kadhafi en Syrie, ce n'est pas la Libye, et nous serions immédiatement les témoins d'un massacre généralisé des Alaouites et en fait des chrétiens, hypocritement, par cette majorité sunnite structurée par les frères musulmans et payée par le Qatar et l'Arabie Saoudite.